Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve avec un projet d'antenne 5G à proximité? Le but de cette émission, c'est de rétablir une certaine justice sociale pour permettre à tout à chacun de bénéficier de conseils juridiques gratuitement grâce à cette émission. Je m'aperçois que lorsque les personnes me consultent, il est souvent trop tard. Et là, évidemment, c'est un problème de pédagogie. N'attendez pas le dernier moment. Ne pensez pas que lorsque vous écrivez à l'administration et qu'elle vous dit de patienter, il faut patienter. C'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Il faut anticiper. On s'aperçoit que beaucoup de personnes ont des droits, mais qu'elles ne les font pas valoir parce qu'elles les ignorent. L'esprit humain ne peut concevoir que ce qu'il connaît. Si vous ne connaissez pas vos droits, comment voulez-vous les défendre? Impossible. Aujourd'hui, on va commencer sur la question des antennes 5G et naturellement, on va s'intéresser à savoir ce qu'est une antenne 5G. Tout d'abord, les antennes 5G, ce sont des équipements technologiques qui vont en réalité permettre de déployer le réseau mobile sur l'ensemble du territoire français. Il y a une obligation, vous le savez, de déploiement des antennes 5G et donc on ne peut pas s'opposer véritablement au progrès, en tout cas de manière frontale. À l'inverse, les antennes 5G, contrairement aux antennes 4G, vont utiliser des fréquences dites hautes, des fréquences qui sont différentes de celles des 2G, 3G et 4G, et qu'elles vont avoir un débit plus performant avec une portée de signal plus faible. Et c'est cette portée de signal qui est plus faible qui conduit à un déploiement plus massif. On perd un avantage et on en gagne un autre. L'idée, c'est que comme elles ont une faible portée, elles vont également s'appuyer sur des antennes traditionnelles small cell. Donc en d'autres termes, on ne démonte pas forcément les anciennes et on s'appuie sur elles pour développer les antennes 5G. En réalité, la question des antennes 5G est fortement liée à la question des impacts sur la santé publique. On sait qu'on a, depuis 2019, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation qui a conclu en 2021 qu'il n'y avait pas de risque particulier pour la santé publique. À l'heure actuelle, les études ne permettent pas de démontrer des risques pour la santé publique. Encore une fois, moi je pense toujours à un raisonnement crise sanitaire. Qui paye ces personnes? Qui paye l'agence? Eh bien, on aura une conclusion qui pourra être plus et moins intéressante. Quel est le recul qu'on peut avoir sur l'impact sur la santé? Sachant qu'en général, c'est sur le long terme qu'on arrive à mesurer les impacts d'une nouvelle technologie. Qui paye les personnes chargées de réaliser les études permettra de déterminer quel est le sens de la conclusion d'une étude. Et quand on est dans un monde dans lequel, naturellement, la corruption domine, et la crise sanitaire en a été une belle démonstration, je comprends les craintes légitimes des citoyens qui s'interrogent sur les conséquences des antennes 5G sur la santé publique. Aujourd'hui, les éléments scientifiques que nous avons, ce sont des éléments qui ne vont pas dans le sens d'une reconnaissance de conséquences sur la santé publique. On va vous expliquer ici comment faire pour gagner devant un juge et éviter l'implantation de l'antenne 5G à proximité de votre domicile. Alors la première question, c'est comment? Comment est-ce qu'on conteste? Parce que c'est bien de savoir quels arguments soulever, mais on le fait devant qui? Comment ça peut se passer? Est-ce que l'avocat est obligatoire? Bref, toutes ces questions, on va y répondre. Alors restez jusqu'au bout. Tout d'abord, pour implanter une antenne 5G, il faut respecter 5 étapes dans la procédure. Ces 5 étapes, c'est important qu'on revienne dessus parce que vous allez comprendre qu'en réalité, les communes n'ont pas beaucoup de pouvoir, premièrement. Deuxièmement, que le particulier en est informé à la toute fin de la fin. Quand vous arrivez et que vous avez l'antenne qui va être implantée sur le terrain à proximité de chez vous, en fait, c'est déjà la fin. C'est-à-dire que il y a un paquet de personnes qui sont déjà intervenues pour faire implanter cette antenne 5G. Ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire en amont pour permettre de connaître les différents projets d'implantation d'antennes 5G à proximité de chez vous. Alors, la première étape, c'est que l'opérateur doit maîtriser le terrain. Il doit donc acheter le terrain ou en tout cas signer une convention d'occupation, soit du domaine public, soit de la parcelle privée chez la personne qui va autoriser l'implantation de l'antenne 5G. Donc, déjà, il y a en amont une possibilité, lorsqu'il y a une convention d'occupation du domaine public, de s'y opposer. Lorsqu'on parle d'opérateur, donc la personne qui va être chargée de déployer l'antenne 5G, on fait référence à une entreprise de télécommunications. Télécom, Orange, SFR, ce sont ces personnes qui vont être chargées de déployer les antennes 5G. Deuxième étape, on a un dossier d'information qui doit être soumis à la mairie. En d'autres termes, la commune est informée du projet d'implantation d'une antenne 5G sur son territoire. Donc quand le maire vous dit « j'étais pas au courant », il vous ment. Ou il vous ment ou alors il connaît pas les dossiers qui se passent chez lui. Parce que normalement, il doit être informé. Ça veut pas dire que c'est lui qui autorise, en tout cas pas à ce niveau-là, mais il doit être informé préalablement. Troisièmement, le Premier ministre intervient pour savoir si l'antenne 5G ne pose pas de problème au niveau des intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Donc déjà, c'est intéressant, ça ne vaut que pour les antennes 5G, les 4G, 3G, ça ne les concerne pas. Quatrième étape, vous avez un avis de l'ANFR qui doit être mis en œuvre. C'est l'article L34-9 du Code des postes et des communications électroniques. Alors l'ANFR, c'est un organisme qui a pour vocation de s'assurer que la puissance d'émission des ondes n'a pas d'impact sur la santé publique
et donc que cette puissance d'émission respecte certaines normes de sécurité. Voilà, c'est l'intérêt de l'ANFR à ce stade. Donc, c'est là-dessus qu'en réalité, on s'appuie pour dire les antennes 5G ne posent pas de problème sur la santé. Cinquième étape, c'est l'autorisation d'urbanisme. Alors là, très intéressant parce que effectivement, lorsque vous voulez déployer une antenne 5G, vous devez obtenir une autorisation d'urbanisme. Soit c'est une déclaration préalable, petit projet, soit c'est un permis de construire. La plupart du temps, c'est la déclaration préalable. Mais il peut y avoir des antennes 5G qui, en réalité, n'ont pas d'emprise au sol supérieure à 5 mètres carrés. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucune décision d'urbanisme. Il faut en réalité une décision d'opposition de la part de la commune, ce qui peut compliquer et complexifier la contestation d'une décision d'autorisation, en tout cas une décision d'implantation de l'antenne 5G. Ce que je recommande quand c'est comme ça, quand vous avez une antenne 5G qui en réalité est une petite antenne, donc moins de 5 mètres carrés, il n'y a pas de permis de construire, il n'y a pas de déclaration préalable, vous demandez à la commune de s'opposer à l'implantation de l'antenne 5G. Souvent, il est un peu trop tard parce que vous vous apercevez que c'est pendant que l'antenne est en train d'être construite que l'autorisation existe, et vous attaquez le refus de délivrance de l'autorisation. Comme l'antenne est déjà en train d'être construite, vous faites en parallèle un référé suspension et vous priez pour que le juge considère que votre recours est recevable, même si la décision potentielle de refus n'est pas encore née, puisque vous savez qu'il faut 2 mois pour que l'administration, soit par son silence, considère qu'il y a un refus, soit expressément va prendre un courrier pour vous dire je ne m'y opposerai pas. Donc vous voyez, ce sont des règles un peu complexes et c'est la raison pour laquelle bien souvent, sans avocat, vous n'avez aucune chance. On n'est pas là pour dire faites appel à nos services, c'est pas ça, mais c'est concrètement, voilà, vous avez les 2 mois, vous avez les décisions implicites de rejet, décisions expresses de rejet. Si on n'a pas fait de procédure administrative ou de droit de l'urbanisme, on n'a aucune chance de maîtriser ce type de contentieux. Et donc, on passe complètement à côté de ces droits. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc, pour s'opposer à l'implantation d'une antenne 5G, on attaque le permis de construire, ou en tout cas la déclaration préalable. Si on n'a pas de décision, on en fait naître une. Et bien entendu, si on est en amont, on est en tout cas informé du projet en amont, on essaie d'attaquer toutes les décisions au fur et à mesure que le projet avance. Ce qui permet au mieux de le retarder, enfin au pire de le retarder, au mieux de le modifier, pour que l'antenne 5G ne se réalise pas à proximité de chez vous. Et ça, on en parle à la fin de l'émission, donc restez jusqu'au bout, je vous expliquerai comment faire. Est-ce qu'on peut s'opposer, donc maintenant on a vu comment s'opposer, est-ce que concrètement on a des chances de succès? Est-ce qu'on peut s'opposer à l'implantation d'une antenne 5G? Très intéressant parce que j'ai tapé dans le chat GPT, peut-on s'opposer à l'implantation d'une antenne 5G? La réponse était quand même pas très favorable, même plutôt très défavorable. Et je me suis dit, c'est normal, chat GPT, il apprend ce que vous lui apprenez. En d'autres termes, si en fouillant sur Internet, il trouve 90% d'articles dans lesquels on dit qu'il ne faut pas attaquer les antennes 5G parce qu'on n'a aucune chance de succès, ChatGPT, il ne fait pas son avis, il fait une synthèse de l'avis. Il n'a pas sa propre façon de penser, il va regarder ce qui existe. Donc déjà, ChatGPT n'est pas toujours votre meilleur ami, puisque, évidemment, il ne va faire qu'une synthèse de ce qui existe sur Internet. Là, ici, je vous apporte quelque chose qui me paraît totalement différent. Par principe, oui, on peut s'opposer à une antenne 5G. Ça, c'est la première chose. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, ça veut dire contacter un avocat, parce que justement, il va falloir établir la stratégie. Première étape, il faut justifier d'un intérêt à agir. Donc l'intérêt à agir, c'est la proximité du projet et l'impact que ce projet peut avoir sur vos conditions d'utilisation, d'occupation de votre bien. D'accord? Je vous ai mis à la jurisprudence du Conseil d'État, qui est la jurisprudence traditionnelle. En d'autres termes, si vous êtes trop éloigné du projet, aucun intérêt, vous ne pouvez pas agir. Si ça n'a aucun impact sur votre occupation, parce qu'en fait, vous êtes juste propriétaire du terrain, mais vous n'y vivez pas, vous n'y faites rien, ça sera plus compliqué pour vous de contester. Troisième chose, si vous êtes une association, il faut, vous savez, plus d'1 an d'existence avant le projet, donc il faut l'anticiper. Et puis ensuite, il faut bien entendu, 1 an. 1 an avant de saisir le juge. Donc il faut au moins que vous ayez 1 an d'existence. Première chose. Deuxième chose, il faut que ce soit dans l'objet social de votre association. Donc, encore une fois, pareil, les statuts d'une association, si vous tapez sur Internet et vous faites des statuts qui ne ressemblent à rien, ça ne marche pas. Okay, donc, il faut vraiment faire attention à ça. Une fois que vous avez démontré votre intérêt à agir, vous avez des délais pour agir. On n'intervient pas n'importe quand. Les délais, c'est la publication sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme. Permis de construire, déclaration préalable. 2 mois. En principe, c'est 2 mois, d'accord ? Attention, il y a un projet en matière d'urbanisme qui vise à réduire à 1 mois le délai pour attaquer et qui vise à priver de tout effet les recours gracieux. Les recours gracieux, c'est quoi? C'est quand vous écrivez à l'administration, donc la commune, qui a délivré l'autorisation.
Dites, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez retirer cette décision d'autorisation d'urbanisme? Oui, non. Voilà, c'est ça, en fait, concrètement, hein, c'est pas très compliqué. Et ça permet de regagner 2 mois. Donc, généralement, lorsqu'on me saisit, ce délai de 2 mois n'est pas respecté. Ou en tout cas, on est très proche de la fin. N'attendez pas. D'accord? Dès que vous avez la publication, rendez-vous avocat, paf, et on commence à établir une stratégie. Une fois que vous avez démontré votre intérêt à agir, vous avez attaqué dans les délais, on va discuter du fond. Là, on va soulever des arguments. Qu'est-ce qu'on va pouvoir invoquer? Tout d'abord, je vous ai dit, il y a 5 étapes à respecter. Donc, on va s'assurer que les 5 étapes ont bien été respectées. On appelle un vice de procédure. S'il en manque une, hop, la décision est retirée, est annulée, et dans ce cas-là, l'antenne ne peut pas s'implanter. En tout cas, il faudra tout recommencer, et vous êtes reparti pour gagner un petit peu de temps. Deuxième chose, vous pouvez soulever des arguments tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme. Là, on va s'appuyer sur le PLU, le règlement d'urbanisme du PLU, ou s'il n'y a pas de PLU, du règlement national d'urbanisme. Et on va regarder un petit peu les différentes règles d'implantation, les distances, la hauteur, la proximité, le zonage, bref, toute une série d'arguments qui peuvent conduire également à pouvoir faire tomber l'autorisation d'implantation d'une antenne 5G. En d'autres termes, les antennes 5G, pas plus que toutes les autres constructions, peuvent faire l'objet d'une implantation et d'une construction anarchique. On doit respecter les règles d'urbanisme. Là-dessus, rien de nouveau sous le soleil, hein, vous avez compris. Donc, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Mais vous avez vu, quand j'ai parlé de tout ça, je n'ai pas invoqué les questions de santé publique. Alors justement, troisième argument. Troisième question qu'on va évoquer dans cette émission, peut-on s'opposer à l'implantation d'une antenne 5G pour des motifs d'atteinte à la santé publique? Ça, c'est une vraie question, une question intéressante, une question importante, une question qui suscite des débats aujourd'hui. Et comme je l'ai dit au tout début de l'émission, et je vais le reprendre, à mon sens, à partir du moment où on ne connaît pas les personnes qui financent les études scientifiques permettant d'établir la nocivité ou non des antennes 5G, tout comme pendant le Covid, on peut avoir des doutes légitimes sur leurs conclusions. Deuxièmement, on manque probablement de recul. Les antennes 5G, c'est pas extrêmement vieux et bien entendu, ce n'est que sur le long terme qu'on pourra mesurer les impacts sur la santé publique. Et troisièmement, c'est un débat qui est légitime mais qui malheureusement, devant les juges, aujourd'hui, est complètement écarté, mis de côté. En d'autres termes, un recours basé uniquement sur des motifs de santé sera perdu. Donc là, c'est pas pour, contre, c'est la réalité. Et en le disant, je ne veux pas que vous me détestiez, je ne suis que le messager, je ne fais que vous dire l'état de la jurisprudence. En effet, de nombreux citoyens cherchent à s'opposer à ces décisions en se basant sur l'impact des ondes électromagnétiques et leurs conséquences sur la santé publique, ce qui est bien entendu tout à fait normal. Aujourd'hui, à partir du moment où une antenne 5G respecte la réglementation prévue en France et en Europe, vous ne pourrez pas gagner sur cet argument. En d'autres termes, vous l'avez compris, si vous voulez démontrer qu'il y a une illégalité, vous devez démontrer que les seuils fixés sur le plan législatif ne sont pas respectés. Ce qui est possible, encore une fois, mais ça demande une appréciation au cas par cas et bien souvent, l'Agence nationale des fréquences, la NFR, procède à des contrôles et va délivrer des autorisations en se basant sur, bien entendu, le respect par l'opérateur de ces normes de sécurité. En d'autres termes, bien entendu, ce sont des arguments certes intéressants, mais qui ne sont pas suffisants. Alors, on a vu comment s'opposer à l'implantation, on a vu quels arguments invoquer, ceux qui marchaient moins, notamment de santé publique. Lorsque tous les recours ont été intentés, qu'on ne peut plus rien faire, est-ce qu'on peut être indemnisé du fait de l'implantation d'une antenne 5G à proximité de sa propriété? La réponse est évidemment oui, on peut être indemnisé. Mais attention, tout préjudice doit être prouvé pour être indemnisé. Très souvent, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant, voilà, ma propriété a perdu de la valeur. Ok, très bien. Expertise immobilière. On réalise une expertise. Il faut déterminer si oui, vous avez effectivement une perte de valeur. Alors, une expertise immobilière, c'est quoi? Est-ce que c'est une attestation immobilière? Non, ce n'est pas une attestation immobilière. Une attestation immobilière, c'est votre expert immobilier, enfin, c'est votre agence immobilière qui passe, qui vous fait un petit papier. Voilà, je certifie, agence machin, reconnaît qu'il y a une perte de valeur immobilière de 20%. Allez, 20%, c'est génial. Vous signez et vous mettez pour faire valoir ce que de droit et dans les limites et les réserves de ce que vous avez pu observer. En d'autres termes, vous engagez surtout à rien. Ça vaut rien. Autant pisser dans un violon, ça ne vaut rien du tout. D'accord? Une attestation immobilière, c'est cutchy. D'accord? C'est vraiment ne mettez rien. Ce sera aussi bien. Parce que ce qu'on demande, c'est une expertise immobilière.
Une expertise immobilière, c'est un diplôme supplémentaire qu'a un agent immobilier qui est reconnu par l'État et qui a pour vocation de leur permettre de calculer, grâce à des méthodologies, grâce à un côté très scientifique et professionnel, la perte de valeur d'un bien immobilier par rapport à une implantation d'antenne 5G. Par exemple, au cabinet, nous travaillons régulièrement avec des agences immobilières capables de procéder à cette évaluation des préjudices résultant de l'implantation d'un projet ou d'une antenne 5G sur une propriété. Et effectivement, pour ceux qui ont travaillé avec nous, vous le voyez très bien, il y a 3 méthodologies de calcul. On explique à chaque fois quelle est la méthodologie de calcul, comment on arrive à faire, sur quelle base on s'appuie. Exemple, vous voulez déterminer la moins-value de votre propriété ou le préjudice d'immobilisation de votre propriété en raison de travaux, eh bien, vous allez calculer par rapport à la valeur des biens aux alentours. Pour ce faire, vous allez vous baser sur les ventes qui se sont déroulées les dernières années. Vous allez vous baser sur des biens immobiliers situés à proximité du vôtre et la valeur qui a été estimée. Bref, c'est une méthodologie scientifique, d'accord, qui est très rigoureuse, qui est explicitée, qui est expliquée et qui permet de conclure à un montant. Il y a en général 3 méthodologies. Ces 3 méthodologies permettent d'arriver à 3 résultats différents et on fait la moyenne. Et à partir de là, ça permet d'attester de la perte de valeur immobilière. Donc, c'est quelque chose de très, très rigoureux. Naturellement, c'est pas gratuit, ça, je le reconnais, mais vous pouvez le faire prendre en charge par votre protection juridique. On va en parler à la fin. Donc, si on s'engage dans la voie de l'indemnisation, il sera indispensable de démontrer le préjudice résultant de l'implantation de l'antenne 5G, laquelle n'est pas automatique. D'accord ? Il faudra vraiment faire une démonstration. Donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est principalement ce qui a pu manquer dans la plupart des affaires que j'ai pu observer et que j'ai pu voir, c'est qu'en réalité, on a souvent très peu d'éléments comptables factuels. Et ça, c'est pour moi la plus-value qu'on est capable d'apporter ici, c'est je n'envoie jamais aucun de mes clients s'il n'y a pas une expertise immobilière lorsqu'il s'agit de démontrer le préjudice immobilier. Sinon, je l'envoie au casse-pipe, autant ne rien faire. C'est vraiment ça le plus important. Donc, évidemment, les préjudices indemnisables, ce sera la perte de valeur immobilière, mais ça peut être également le préjudice moral résultant de l'inquiétude qui peut résulter de l'implantation d'une antenne 5G. Là, pareil, vous vous rappelez, on en a parlé dans une précédente émission, on démontre l'existence de son préjudice. On va voir un médecin, au minimum, un médecin psychiatre, c'est encore mieux. Et on fait non pas un certificat médical, mais on fait un compte-rendu médical qui est rédigé par le médecin, versé à son patient, et le patient décide de lever le secret médical en le délivrant à la justice par l'intermédiaire de son avocat. Donc là, encore une fois, on démontre son préjudice. C'est vraiment indispensable. Il n'y a pas d'indemnisation s'il n'y a pas de démonstration. Une fois qu'on a fait ça, devant quel juge? Devant quel juge on se retourne? Alors, en réalité, tout dépend à quel stade on en est ou ce qu'on a fait. Donc, c'est toujours une question d'appréciation et de stratégie. Si on est au stade de la contestation de l'autorisation d'urbanisme, on estime que l'antenne 5G ne respecte pas les règles d'urbanisme, que la délivrance n'a pas respecté les conditions de la procédure, bref, que rien ne va et que la légalité n'a pas été respectée. Dans ce cas-là, on va attaquer l'autorisation d'urbanisme, on l'attaque dans les délais, on démontre son intérêt à agir et on soulève des arguments tirés de la légalité. Et on obtient l'annulation de la décision. L'annulation veut dire que l'administration a fait n'importe quoi. Donc ici, si vous démontrez, encore une fois, votre préjudice, vous pouvez obtenir une indemnisation et vous engager la responsabilité de la commune et de l'État. Ce sont eux qui sont intervenus dans l'autorisation d'urbanisme et par conséquent, ils en sont responsables. Bon, ça, c'est à condition qu'on puisse attaquer la décision d'autorisation, ce qui n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va se retourner devant le juge judiciaire. Et en réalité, on va demander l'indemnisation au propriétaire de la parcelle sur laquelle l'antenne 5G a été édifiée. Et on va se baser sur ce qu'on appelle les troubles anormaux du voisinage. Donc, qui dit troubles anormaux dit donc démonstration des préjudices résultant de l'implantation de l'antenne 5G. Pareil ici, si vous démontrez que vous avez des conséquences anormales sur la valeur de votre bien immobilier ou sur vos conditions de santé, parce qu'encore une fois, il y a toujours un débat possible, il ne faut pas que ce soit le seul débat, mais c'est tout à fait possible d'avoir ce débat, eh bien, dans ce cas-là, vous aurez une indemnisation basée sur les troubles anormaux du voisinage. Bon, c'est bien. Vous allez me dire, je suis indemnisé, mais l'antenne 5G est toujours à proximité de chez moi.
Or, moi, j'ai des enfants et ça m'ennuie un petit peu que l'antenne 5G soit à proximité d'eux parce que si un jour on s'aperçoit que ça a des conséquences dommageables, bah, je voudrais pas que sur le long terme, mes enfants en paient les conséquences. Ça, discours tout à fait entendable, encore une fois. Dans ce cas-là, voilà. C'est le dernier point, c'est peut-être le plus important. J'espère que vous n'avez pas quitté l'émission jusqu'à maintenant. C'est quelle stratégie face à l'implantation d'une antenne 5G. Vous l'avez compris, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Est-ce qu'on doit mesurer les compétences de son avocat uniquement par rapport à ses victoires en justice? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que parfois, on sait très bien qu'on va perdre. Mais l'intérêt, c'est pas de gagner. L'intérêt, c'est de pouvoir négocier, transiger, c'est de pouvoir introduire un rapport de force. Et en réalité, l'action en justice, c'est juste un des éléments d'une stratégie beaucoup plus globale. Une stratégie que vous, en tout cas qu'une personne extérieure à l'affaire, ne comprendrait pas. Parfois, on va attaquer effectivement une décision d'urbanisme, mais on le sait que ça passera pas. On le sait, mais ça fait chier en face. Et si ça fait chier, ça veut dire que derrière, il y a un point de pression, et donc derrière, on peut effectivement commencer à négocier. Parce que justement, c'est tout ça. Agir fort et rapidement pour venir s'asseoir à la table des négociations. Ça, c'est vraiment quelque chose que je répète très souvent à mes clients. Bien souvent, les particuliers vont écrire à la commune ou à l'opérateur afin de s'opposer à ce projet. Or, ils vont en réalité perdre du temps, perdre de précieux jours et mois qui en réalité vont les conduire dans l'impossibilité de pouvoir s'opposer à la décision d'urbanisme. Parce qu'on va leur dire, bah écoutez, on revient vers vous, on vous proposera un rendez-vous là dans un mois parce qu'il y a les vacances, parce que je sais pas quoi, il y a la kermesse ou autre. Et en réalité, le temps court. Et comme le temps court, bah, votre délai pour attaquer les décisions, il est passé. Et là, il n'y a plus rien à négocier parce qu'il n'y a plus de recours possible. Et on va même aller plus loin. J'ai même des confrères qui se font avoir comme ça. Pourquoi ils se font avoir? Parce qu'en fait, on est sur l'urbanisme, on est sur du droit public. Si vous ne connaissez rien à ce type de contentieux, bah, vous vous faites nécessairement avoir comme le particulier. Vous n'êtes pas forcément plus informé. Je le rappelle parce qu'on ne le rappelle pas assez souvent, mais en deuxième année de droit, c'est la dernière fois que vous entendez parler du droit administratif si vous choisissez une carrière judiciaire. Parce que à la troisième année, dans 90% des universités, on vous demande de choisir entre le droit privé et le droit public. Donc, en deuxième année de droit, c'est la dernière fois de votre vie que vous entendez parler du droit administratif. On ajoute à ça le fait que le droit administratif est considéré comme un droit complexe, réservé à une élite un peu particulière, bref, ou à une sous-catégorie de juristes, parce que vous avez aussi, voilà, parmi bien entendu les étudiants en droit, vous avez une sorte de hiérarchie qui peut s'instaurer. Alors, elle est fondée sur rien, hein, bien entendu, mais elle peut exister. Si bien qu'on peut considérer que finalement le droit administratif, c'est un droit un peu bâtard, laissé à des personnes sans ambition. C'est malheureusement très souvent comme ça que c'est perçu. Si bien que, comme il s'agit d'un droit un peu bâtard et d'un droit que l'on ne respecte pas, eh bien, on peut penser, enfin, en tout cas les étudiants en droit privé pensent, et cela les poursuit durant leur carrière, qu'ils peuvent être de fins juristes sans avoir aucune connaissance en droit administratif. C'est un droit qu'on délaisse dès la deuxième année. Donc, très souvent, quand je récupère des clients, j'ai des clients qui ont déjà été voir un avocat, mais qui n'ont pas été prendre le bon avocat. Donc, ils se retrouvent avec zéro conseil, des règles procédurales qui n'ont pas été respectées, et malheureusement, des conneries qui ont été faites. Là, encore une fois, quand vous choisissez un avocat, c'est comme quand vous choisissez un artisan. Si vous avez un problème de plomberie, vous n'allez pas prendre un électricien. Et inversement. C'est pareil pour les avocats. On est 72 000 en France, mais on a tous des domaines de compétences. Donc, quand vous choisissez votre avocat, regardez sur son site internet s'il fait du droit de l'urbanisme ou en tout cas s'il a déjà entendu parler de ce type de contentieux. Parce que s'il ne fait pas ce type de contentieux, il risque malheureusement de se faire avoir, comme je viens de l'expliquer. Vous allez entamer des négociations pendant les délais de recours de contentieux, c'est-à-dire les délais pendant lesquels vous pouvez contester la décision d'autorisation d'implantation de l'antenne 5G, et passer ce délai, et l'opérateur et la commune ont tout intérêt à ce que ce délai passe, eh bien vous ne pourrez plus rien faire. Et moi, je me retrouve très régulièrement, malheureusement, avec des clients qui soit me disent on revient vers vous quand les négociations sont terminées, mais en fait c'est trop tard, il n'y a plus rien à attaquer, soit sont persuadés, alors vraiment persuadés, hein. On leur dit attention, les négociations comme de par hasard sont fixées après le délai de recours contentieux, je serai vous, je ferai quand même un recours, comme ça au moins vous sécurisez votre position, et si au pire des cas vous désisterez. Eh bien non, ils ne nous écoutent pas, parce qu'ils restent persuadés que l'administration est leur ami. Non, l'administration n'est pas votre ami, l'administration ne veut pas que vous alliez contester une décision qu'elle a autorisée. C'est toujours mauvais dans un bilan communal. Quand on négocie, on vient s'asseoir à la table des négociations avec un rapport de force équilibré. Ce qui veut dire, on attaque d'abord, on discute après. D'abord, on conteste la décision d'autorisation, on saisit le juge et bien entendu, on soulève des arguments tirés voilà, on démontre son intérêt à agir,
on démontre que les délais sont respectés et on invoque des arguments sur la régularité et sur le bien fondé de la décision. Une fois qu'on a fait ça, tac tac, on écrit à la commune, on dit voilà, on veut discuter avec vous, on écrit à l'opérateur, on veut discuter avec vous, qu'est-ce qu'on fait? Là, le rapport de force, il est équilibré. Pourquoi? Parce que vous les tenez. Parce que pendant ce temps-là, il y a toujours un risque juridique. Eh ouais, on sait jamais. Si vous soulevez toute une série d'arguments, comme me disait un de mes professeurs, quand on tire sur tout ce qui bouge, à un moment donné, on finit toujours par toucher quelque chose. Là, c'est un peu pareil. Vous soulevez tous les arguments possibles, peut-être une irrégularité qui a été faite, et dans ce cas-là, qui peut conduire à ce que le projet capote. Un opérateur n'a jamais intérêt à ce qu'un projet capote. Une commune n'a jamais aucun intérêt à ce qu'une décision soit annulée. Ça fait mauvais sur un bilan. Le rapport de force va être tout de suite beaucoup plus sain. Puis surtout, vous êtes plus pris par les délais. Si on vous donne un rendez-vous dans 6 mois, ça vous concerne pas. Après tout, vous n'êtes là que pour rendre service, parce que le recours est déjà pendant. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous allez commencer à négocier, les discussions entre avocats sont confidentielles. On ne pourra pas les produire en justice. Bon, déjà, on est protégé par rapport à ça. Et vous pouvez toujours discuter du coût du désistement. Voilà, nous on veut désister, par contre, merci de nous faire un chèque à l'ordre de temps. Voilà, c'est là, merci, vous signez. Ça marche très souvent. Alors, on peut pas en parler parce que c'est confidentiel, mais ça marche énormément. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que derrière, vous désistez, le recours n'a plus lieu, le projet se réalise, tout le monde est content. Ça permet d'avoir une indemnisation sans passer au contentieux. Le contentieux, encore une fois, il a eu lieu, mais finalement, c'est dans l'arrière-boutique que ça s'est réglé. Autre chose intéressante, vous négociez et vous proposez un autre terrain. Voilà, vous allez faire votre antenne 5G, super. On vous demande pas forcément d'argent ou 3 fois rien et on n'en parle plus. Par contre, on a un super terrain à vous proposer. Ça marche super bien, surtout quand on a des recos collectifs. Voilà, on a un terrain qui est à l'autre bout de la ville, qui lui est assez éloigné des habitations, qui va pas nous poser problème. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir déployer votre antenne 5G. Comme ça, on propose une alternative et derrière, on évite de se retrouver avec une antenne 5G au pied de sa maison. Ça marche beaucoup aussi. On en parle très peu parce que, encore une fois, c'est de l'extrajudiciaire. C'est ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Si vous n'allez pas avoir un avocat, vous pouvez pas le savoir. Vous avez zéro chance d'avoir cette information. Comme on l'a expliqué, tout à l'heure, je faisais mes recherches sur les antennes 5G, peut-on s'y opposer? Je vais voir un peu ce que les confrères écrivent sur le sujet. C'est pas très florissant. C'est pas terrible ce qu'on trouve comme information. Alors, c'est pas terrible. La qualité juridique est présente, mes confrères rédigent très bien, mais ça apporte pas de solution. Or, quand j'ai un client qui vient dans mon cabinet, je dois lui proposer une solution. Cette solution, c'est on attaque ou on n'attaque pas, mais en tout cas, je dois lui apporter une réponse. Je ne peux pas lui dire peut-être, on verra, pas satisfaisant. On va pas voir un avocat pour ça. On va voir un avocat parce que quand on ressort, on a plus d'informations que quand on est rentré. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, concrètement, c'est ce que tout avocat devrait expliquer à ses clients. C'est, voilà, on va analyser votre situation, peut-être qu'il n'y a pas forcément de chance de succès, par contre, derrière, on a une négociation à mettre en place. Et ça, c'est bien souvent, malheureusement, des stratégies qui ne sont pas enseignées à l'université. Vous avez ces stratégies-là quand vous avez l'expérience. Vous avez cette stratégie-là quand vous contestez l'ordre établi. Parce que attaquer une antenne 5G, c'est aussi contester l'ordre établi. C'est de dire, attention, on fait pas tout et n'importe quoi, il y a des règles à respecter, et même si vous avez raison, c'est pas pour autant que je vais pas défendre mes clients. En d'autres termes, si on se retrouve face à ce type de situation, il est possible d'agir, à condition d'établir une stratégie, et très souvent, l'avocat sera indispensable. Il peut exister des recours collectifs. Alors, je mets des guillemets parce que ça n'existe pas vraiment des recours collectifs devant le juge administratif. Pas vraiment comme ça qu'on l'évoque, mais en tout cas, ça permet de se regrouper, de mutualiser les frais de justice, et bien entendu, si on a des personnes qui sont un peu plus éloignées du projet, d'autres qui sont à proximité immédiate, en fait, il suffit qu'il y en ait un qui soit recevable pour que l'ensemble soit recevable. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et bien entendu, on a toujours la possibilité, on l'avait déjà expliqué, de faire financer son recours par les protections juridiques ou les assurances habitation. Donc là, ce qui est pas mal pour ceux qui me contactent, vous avez toujours un compte-rendu par mail qui a lieu à la suite du rendez-vous. Et sur la base de ce compte-rendu et de la stratégie qui est proposée, vous avez la possibilité de transférer directement à votre assurance qui vous dit oui ou non, mais en tout cas, qui vous donne une réponse et qui a toutes les informations pour pouvoir se prononcer. Si bien qu'aujourd'hui, moi, j'ai quand même un taux de prise en charge par les assurances qui est quand même à plus de 60% pour l'ensemble de mes clients, tout confondu. Donc, c'est quand même, je trouve, un succès très intéressant qu'on obtient au cabinet et qui, à mon sens, démontre que la plupart du temps, ce sont des mécanismes sous-évalués, sous-cotés, mais qui, pour autant, doivent être mis en œuvre.